Donc je m'appelle Gérard Burtin, je suis donc l'animateur de l'Institut d'Histoire Sociale de la CGT dans sa déclinaison du département de Saône-et-Loire. Il me faut donc maintenant présenter nos deux intervenants qui sont ici présents, et puis je vous en présenterai une troisième après. Donc je vais commencer par Yves Meunier, qui est né au Creusot, qui est donc un local dans le bassin minier de Saône-et-Loire. Donc il fut longtemps instituteur, il vit aujourd'hui à Saint-Étienne. Alors, il est plongé dans l'histoire sociale de la fin du 19e siècle. Il poursuit depuis plus de 15 ans des recherches sur les sources de l'anarchisme ouvrier. Et la raison pour laquelle, très précise, on l'a fait venir, c'est parce qu'il est l'auteur de deux ouvrages remarquables. Le premier, qui s'appelle La Bande Noire, propagande par le fait dans le bassin minier, 1878-1885. Ça doit sans doute dire beaucoup de choses aux habitants et aux connaisseurs de la vie sociale, de l'histoire sociale du bassin minier, et puis qui était paru en 2017. Et puis il a également commis, on le dit comme ça, un ouvrage qui s'appelle La peau des statues, qui est en fait un ouvrage de fiction. C'est en fait pour de vrai un policier, mais qui se situe dans le cadre de la commune du Creusot de 1871, et ça lui a donc permis de raconter cette histoire par ce biais romanesque. Cet ouvrage était paru en 2002. Je vous présente également Solange Fasoli, qui est une militante de la CGT, formatrice et ex-conseillère confédérale de la CGT, membre. Alors, elle est, à ce titre-là, bon, je le cite parce que c'est une de mes anciennes camarades syndiquées, donc je suis très content de pouvoir le dire. Mais elle est surtout là au titre parce qu'elle est membre et conférencière de l'association des Amis de la Commune de Paris, 1871, qui est aussi une association très structurée et puis qui est une mine de renseignements et de données. Elle est coordinatrice en particulier des tournées de la pièce qui s'appelle Rendez-vous du 18 mars 1871, qui tourne dans les mairies, dans les manifestations culturelles, les écoles, les lycées, et elle sera jouée à Montreuil, par exemple, au siège de la CGT, ce prochain 23 novembre. Et je dois également vous présenter une autre historienne sur laquelle on avait quand même effectivement compté, qui est Céline Belland, qui est la commissaire. Alors ceux qui sont allés voir l'exposition de l'Écomusée, ils ont vu bien évidemment son nom cité, parce qu'elle a été la commissaire, la co-commissaire de cette exposition, que certains d'entre vous là dans la salle sont allés voir tout à l'heure, présentée donc par l'Écomusée Le Creusot-Monceau, la commune Le Creusot 1871. Et puis je remercie doublement les équipes de l'Écomusée qui nous ont accueillis à l'occasion de 2 visites guidées là dans l'heure et demie qui a précédé, 2 visites guidées dont ceux qui en sont sortis tout à l'heure sont venus me dire c'était vraiment très intéressant et passionnant. Donc Céline Belland, elle est doctorante à l'Université de Bourgogne. Ses recherches portent sur le paternalisme des usines Schneider et l'histoire du Creusot. Du coup, on aura quand même la chance de la voir pendant une petite dizaine de minutes sur un enregistrement vidéo où elle nous parlera de l'un des sujets qu'on voulait aborder ce soir dans notre table ronde. Bon, on va donc attaquer tout de suite le sujet, ça a déjà bien assez duré, et puis je vais m'adresser tout de suite à Yves Meunier pour lui demander qu'il nous parle un petit peu du contexte et des circonstances dans lesquelles cet événement qu'on appelle donc la commune du Creusot, qui est un petit événement très bref de quelques jours dans le courant du mois de mars 1871, mais il n'est pas apparu comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, pas du tout, hein, pas plus ici d'ailleurs qu'à Paris. Ça, je pense que Solange pourra nous en parler tout à l'heure. Donc, je vais lui donner la parole pour qu'il puisse nous brosser un petit peu le cadre peut-être social de l'époque, des salariés, des travailleurs creusotins de cette époque-là, et puis également peut-être le cadre politique rapidement ici dans notre secteur. Oui, je te remercie. 2 petits mots juste avant, pour rebondir un peu sur ce que disait Monsieur Marty tout à l'heure. Effectivement, le lieu est symbolique. On est dans le château du maître du fief. Et je dirais enfin, la commune
est rentré dans le château du maître du fief. J'étais lycéen, moi, au Creusot, je vais très vite, je répondrai à la question. À la fin des années 70, aucun prof d'histoire ne m'a parlé de la commune du Creusot. On avait juste la gare des Michards et des profs qui nous donnaient à peu près 10 lignes sur la commune parisienne, dans lesquelles on pouvait lire que c'était une bande d'assassins. C'était tout. La mémoire de la commune, elle s'est transmise par les organisations ouvrières, par les militants. Et là, je voudrais rendre hommage à 2 personnes importantes qui, sans elles, peut-être on ne ferait pas ce colloque, c'est André Janet et Pierre Ponceau. Pierre Ponceau est le premier à en avoir parlé. Aux éditions sociales, le petit livre bleu, c'est ce petit livre qui m'avait allumé, moi, dans les années où je me suis mis à étudier un peu les choses d'un point de vue militant. Les grèves de 70, la commune de 71, il a écrit ça en 58. Et André Janet avait écrit dans les années 90, lui, dans la revue La Physiophile, revue montcelienne, aussi une étude sur la commune. Mais c'est les 2 seuls historiens qui avaient travaillé là-dessus. C'est passé carrément inaperçu. Les travaux de Ponceau ont été beaucoup plus connus, puisque c'est quand même cet homme-là à qui on doit l'édition, la première édition des Mémoires de Jean-Baptiste Dumay. C'était en 76. Vous vous rendez compte, on est déjà 100 ans après, c'est-à-dire que ces mémoires étaient inédites. Et ici au Creusot, rien. Enfin, on a une exposition, voilà, je dois louer l'exposition, on a une chronologie, il y a un gros travail qui a été fait. Enfin, des lycéens, aujourd'hui on a fait la visite et il y avait une classe. Moi ça m'a beaucoup touché, je me suis dit tiens, j'aurais aimé être parmi eux quand j'avais 17 ans. Et bon, là je dois dire que c'est un gros travail qui a été fait et je le loue. Et je pense que ce n'est que le début. Parce que cette histoire est effectivement beaucoup plus, pas complexe, mais elle a été écrite de façon incomplète. Et pour diverses raisons. Il y a un trou dans l'histoire ouvrière du bassin minier. On ne raconte pas les moments pré-syndicaux, les moments où il n'y avait pas de syndicats ni de partis institués, où le mouvement ouvrier se cherchait une voie et essayait de trouver, en formant diverses organisations, des cercles, on l'a vu tout à l'heure à l'expo, des clubs, etc., les moyens de son émancipation. Et pour les historiens du mouvement ouvrier, tout ça, c'était quantité négligeable. C'était des temps préhistoriques. C'est-à-dire que le peuple lui-même, l'ouvrier lui-même qui essaye de se grouper avec ses camarades pour essayer de changer les choses sans passer par le parti, le syndicat, etc., ça n'avait pas lieu d'être. Pourtant, quand on travaille sur les archives, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Il y a tout ce moment très important où le prolétariat se cherche une organisation pour parvenir à ses fins. Et à cette époque-là, c'est ce qui se passe. Et pour enchaîner avec ce que tu disais, le contexte politique de l'époque, il est très oppressif, surtout au Creusot. C'est le paternalisme, le fief, c'est Schneider. Schneider, il tient tout. Il régit la vie de tout le monde, mais la vie sous tous ses aspects. Le travail, la famille, l'ordre moral, par l'intermédiaire, et l'Église. C'est-à-dire que c'est une chape de plomb énorme. Il n'y a pas de place pour la contestation. Et tout ça a un vernis social, le grand vernis social Schneider qu'on nous a vendu pendant des années. Qui ne vient pas de rien. Il vient de la philosophie du saint-simonisme. C'est-à-dire, les phalanstères, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion avec le socialisme utopique. On va organiser la cité ouvrière, on va faire le bonheur de l'ouvrier en le mettant à la place où il doit être, mais il doit la boucler. C'est-à-dire, il doit faire ce qu'on lui dit de faire. Il doit être productif, pas beaucoup payé, on va lui faire une caisse de prévoyance. C'est ce qu'on a vu à l'expo. On verra que la caisse de prévoyance, c'est la clé de la revendication ouvrière, d'avant et d'aujourd'hui d'ailleurs. Et avec ça, on va gouverner. On va gouverner pour le profit. Il ne faut jamais oublier que Schneider, on dit Schneider, il y en a eu plusieurs, c'est une dynastie. Ils n'ont pas acheté tout ça avec le fruit de leur travail, eux. Ils ont fait une expédition avec la banque cellière, dont 2 frères Schneider, Adolphe
et Eugène étaient les avoués, et ils sont allés en 1830 conquérir l'Algérie dans une expédition parallèle. Pierre Péan a très bien raconté ça dans Main basse sur Alger, qui était une expédition parallèle à celle de l'armée royale française qui entamait la colonisation et qui était montée uniquement pour faire main basse sur le trésor de la Casbah. C'est le trésor de la Casbah que la Banque Cellière a ramené par l'intermédiaire des frères Schneider, qui étaient dans cette expédition, qui a servi à l'achat de cette cristallerie dans laquelle on est aujourd'hui. Quand vous dites cette cristallerie, c'est la maison du peuple. Je dirais c'est peut-être plus la maison du peuple algérien. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'argent de la colonisation, il est là. Ça explique beaucoup de choses aussi par la suite, ça. Et je tenais à faire cet aparté parce que cette histoire est très peu connue. Et je raconte pas de salade. C'est pas parce que je suis pas sorti de l'université que je raconte des salades. Je dis ça parce que on a toujours tendance, l'historien autodidacte, à se dire qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte de l'histoire, quelles sont ses sources, etc. J'ai travaillé sur les sources, comme n'importe quel historien, et je les ai croisées. À l'époque, ils rachètent cette cristallerie royale. On est dans les années 1830. L'époque qui nous occupe, c'est déjà beaucoup plus tard. Schneider est installé. Il a monté son paternalisme social, avec des gros guillemets bien épais, à un moment où on est sous l'Empire, le Deuxième Empire. C'est Napoléon III. Non seulement il est le maître ici, mais il est président du corps législatif, c'est-à-dire l'Assemblée nationale d'aujourd'hui. Il a été ministre du Commerce aussi, sous Napoléon III. C'est la personnalité politico-économique en vue de l'époque, et je dirais c'est l'ennemi de classe principal de n'importe quel ouvrier qui veut s'émanciper. Donc le Creusot, c'est vraiment l'endroit clé à ce moment-là. Et j'ai tendance à dire qu'il n'y aurait pas eu de commune à Paris s'il n'y a pas eu de mouvement de grève au Creusot auparavant. Je m'arrête un peu. J'en profite pour le coup, pour reprendre le fil. On se rendra compte, je pense, dans le courant des échanges entre nos deux amis, qu'il y a parfois, enfin c'est même souvent, des parallèles entre la commune du Creusot, les communards du Creusot et les communards parisiens, des parallèles qui sont parfois extraordinaires, qui sautent aux yeux. Un comportement vis-à-vis de la République, par exemple, des positionnements qui sont très marqués au Creusot, comme ils l'ont été à Paris, qu'on ne retrouve pas du tout dans un certain nombre d'autres cités, allons à Châlons, allons à Mâcon, par exemple, à l'époque, où on ne répond et on ne réagit pas du tout de la même façon au plébiscite de Napoléon, par exemple, ou à l'élection générale qui a lieu au début de l'année 1871 et qui va amener cette fameuse chambre, cette fameuse assemblée dirigée avec un gouvernement dirigé par Thiers, qui est celui qui provoquera la fin et la chute, l'extermination des communards parisiens. Alors, je profite de cet aparté pour donner la parole à Solange, parce que Solange, elle vient avec une vision plus nationale, on va dire plus éloignée. Est-ce qu'on peut faire aussi comme ça un parallèle? Qu'est-ce qu'on peut dire du mouvement ouvrier, des ouvriers, des travailleurs parisiens de cette époque-là, qui peut aussi expliquer en partie, ou peut-être tout complètement, ce phénomène extraordinaire qu'a été la Commune de Paris? Voilà, je ne veux pas être trop longue, mais il y a beaucoup à dire. Sinon, je peux parler sans micro. Mais bon. Alors, oui, il y a beaucoup à dire, donc je vais tenter de ne pas être trop longue. Mais sinon, en préalable, je vais vous dire qu'effectivement, je suis une militante des amis de la Commune de Paris 1871. Et qu'à ce titre, je ne suis pas historienne, mais je suis simplement là pour faire connaître l'histoire et continuer de promouvoir l'œuvre sociale de la Commune. C'est l'objectif de l'association.
En préalable, je voudrais dire, par rapport à ce que demande Gérard et de la façon dont on veut introduire, il y a quelque chose quand même qu'il faut repréciser, c'est-à-dire que sur le plan national, effectivement, on l'a vu dans l'exposition, mais je tiens à le repréciser, les villes françaises, donc à cette époque-là, se sont vraiment enflammées. De nombreuses villes françaises se sont enflammées. Comme le disait le maire tout à l'heure, effectivement, c'est très lié à l'essor industriel. Parce que, effectivement, pour vous dire, par exemple, déjà le 28 septembre, Lyon s'était enflammé. Le 1er et le 2 novembre, c'était Marseille. Vous voyez, il y a quand même les villes se sont enflammées. Et il y a Tours après, donc il y a des villes comme Tours, Vierzon, Limoges, Carcassonne, Mâcon, Rouen. On est obligé de citer toutes ces villes qui, effectivement, dans cette époque-là, effectivement, se sont mis en mouvement. La commune de Paris, alors disons qu'effectivement le 19e siècle a été un tournant, puisqu'effectivement on a vu un essor industriel et que dans beaucoup de villes qu'on a citées, et dans celle-ci aussi, mais aussi dans Paris, de nombreuses industries métallurgiques se sont installées, mais pas seulement la métallurgie, hein. Par exemple, il y avait aussi à Paris des entreprises d'orfèvrerie et puis aussi des sucreries. Vous voyez, donc tout ça, ça fait venir, bien sûr, et c'est le même mouvement partout dans toutes les villes, ça fait venir beaucoup de ruraux dans les villes dont on parle, et notamment à Paris. Et donc il y a un afflux de population. Et bien sûr, rien n'est prévu pour accueillir cet afflux de population. Et on assiste effectivement à un surpeuplement et à une montée du nombre d'habitants qui est absolument exponentielle à cette époque-là. Donc c'est des conditions difficiles. Et on a bien sûr pour la première fois aussi dans l'histoire, parce qu'il y a une évolution bien sûr du monde du travail. Le monde du travail jusque-là, c'était des petites entreprises qui avaient soit un ouvrier, soit qui travaillaient d'une façon très familiale et jamais beaucoup plus que 3-4 artisans. Et on parlait plutôt d'artisans qui travaillaient au rez-de-chaussée et qui vivaient au-dessus. Et même les femmes, effectivement, donc faisaient partie du personnel avec les enfants d'ailleurs. Ce à quoi on assiste avec cet essor industriel, c'est qu'effectivement, tout d'un coup, on va avoir des ateliers de centaines d'ouvriers s'installer. Même dans les entreprises, notamment de métallurgie à Paris, Kehl et Gouin, par exemple, on va voir jusqu'à 2000 ouvriers s'installer dans les ateliers. Et donc forcément, des conditions, bien sûr, qui sont très mauvaises, bien sûr, hein, parce que on parle aujourd'hui de pollution, mais il faut pas oublier que la pollution, elle existait déjà à ce moment-là, et que nombre d'ouvriers et d'ouvrières sont malades du travail. On parle aujourd'hui des maladies du travail, mais déjà à cette époque-ci, d'ailleurs, il y a eu des rapports de médecins très célèbres, le plus célèbre d'entre eux, c'est Villermé, mais qui ont donc mis en évidence pour la première fois, donc à l'issue de ça, les maladies du travail. Donc des grands ateliers, des ouvriers, et donc forcément, dans ce terreau-là, bien sûr, il y a des ouvriers et des ouvrières, il y a tout un peuple qui va s'organiser et qui va trouver quand même que le travail est un peu dur, puisqu'on travaille quand même 12 à 14 heures par jour. Pour les hommes, je crois qu'ils gagnent en moyenne 10 à 12 francs, et les femmes, pas plus de 4. Et puis, n'oublions pas les enfants, qui aussi travaillent à ce moment-là, puisque les enfants, dès 8 ans, travaillent dans les ateliers. Alors, bien sûr, il y a tout un tas de représentations et de gravures de cette époque. Mais voilà, tout ça, c'est un monde qui travaille et qui ne fait que travailler. Puisque bien sûr le repos n'existe pas,
Et puis, bon, bien sûr, il y a les mines, mais là, moi, je suis à Paris, donc il n'y a pas de mines. Mais, mais tout de même, rappelons-nous quand même toutes les filatures, rappelons-nous les mines, etc. Donc, cet environnement industriel, il est celui-ci. Ensuite, il faut, alors, parce qu'il faut qu'on avance, et je voudrais quand même donc revenir donc à ce que le parallèle qu'on voulait faire avec la commune du Creusot. Bien sûr, il y a un certain nombre de communes et de villes qui se sont déclarées communes à ce moment-là, qui ont déclaré effectivement, sauf que ça n'a duré que quelques jours. Ça n'a duré que quelques jours. Effectivement, toutes ces communes n'ont pas démarré en même temps. Voilà. Et revenir dans le contexte, après, juste pour préciser les choses, cette année 1870, ici, c'est l'année des grèves. C'est un an avant la commune. Par contre, des grèves, il y en a eu avant. La loi, il y a la loi Olivier, je crois, qui est la loi de 1865, sous l'Empire, sous Napoléon III, est une loi qui vise à lâcher un peu de lest face à la contestation montante. En 1864, se sont montées deux organisations importantes, l'Association internationale des travailleurs, dont Karl Marx va écrire les considérants, et le comité des forges. Le comité des forges, le président, c'est Schneider, avec De Wendel. Suite à cette loi sur les coalitions. On autorise les coalitions. Donc le patronat, c'est les ancêtres du MEDEF, hein, oui, du MEDEF. Il s'appelle toujours comme ça, je ne sais plus. Enfin bon, voilà. Et l'AIT, c'est la première internationale. C'est la première organisation ouvrière, qui n'est pas un syndicat, qui n'est pas un parti, mais qui en fait est les deux. On fait de la politique et on fait du syndicalisme à l'intérieur. C'est-à-dire on prend appui sur l'ouvrier pour essayer de renverser les choses. C'est-à-dire ça part à partir du travail. À l'intérieur, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des adhérents qui sont plus politiques que syndicaux, on dira. Ça explique beaucoup de choses par rapport aux communes parisiennes, à celles du Creusot, etc. Elles ne sont pas exactement les mêmes, justement, sur tous ces aspects. Ce ne sont pas les mêmes militants qui vont l'animer. Ici, au Creusot, une majorité de militants vont s'affilier à l'Association internationale des travailleurs. On va les retrouver quasiment tous les noms qui vont signer la proclamation de la commune du Creusot sont des membres de l'AIT. Ce n'est pas le cas à Paris. L'AIT est minoritaire. À Paris, vous avez des blanquistes, des jacobins, c'est beaucoup plus large. Voilà. Des républicains purs et durs, des gens qui ne sont que politiques. Et l'Association internationale des travailleurs à Paris, elle est minoritaire. Elle va être dans la minorité de la commune. Parle bien dans le micro. Donc, juste pour retracer au niveau... il ne faut pas oublier qu'une guerre. Le 19 juillet 1870, Napoléon déclare la guerre à la Prusse. C'est ce qui va le faire tomber. À partir de ce moment-là, effectivement, va se développer un sentiment patriotique, mais aussi lié à toutes ces revendications ouvrières qui sont montées dans le pays. Il y a eu des grèves mémorables, la grève des femmes ovalistes, les ouvrières de la soie à Lyon, en juin 1869, qui vont tenir des jours et des jours et se faire... pas massacrées, mais enfin, bon, elles vont rester sur le carreau avec plus rien, quoi. Et c'est des grèves très, très dures. Tout de suite, c'est la troupe qui intervient à l'époque. C'est comme ça. Donc, toutes ces grèves sont montées. Le comité des forges, l'Association internationale des travailleurs, vous avez les deux organisations qui vont s'affronter, finalement, dans cet empire libéral, qui, pour se sortir de toute cette contestation, va faire deux choses. La première, c'est le plébiscite. Napoléon va lancer un plébiscite national pour demander si on est d'accord avec les réformes qu'il a fait, c'est-à-dire la loi sur les coalitions, et le fait que les ministres sont responsables devant le Parlement, ce qui n'existait pas avant 1864. Il demande ça et il prend
il prend une défaite. Le non est majoritaire dans pas mal d'endroits, ce qui se passe. Et donc, pour se ressortir de là, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la guerre. Comme toujours, pour essayer de reprendre la main. Et il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire le 4 septembre, l'armée est défaite, on l'a vu dans l'expo à Sedan. Le 4 septembre, la foule envahit le Parlement, le corps législatif parisien, et Bakboul qui ? Eugène Schneider, qui est président en séance ce jour-là, qui se fait un peu défoncer le chapeau et qui part en exil en Angleterre. On en est là, à ce moment-là. Là se montre toute l'histoire parisienne qui va aboutir au 18 mars. Déjà à Lyon, en septembre, il y a un essai aussi de commune. Ça commence déjà. Cette idée, elle n'est pas venue comme ça d'un coup. Elle monte depuis 1848. Depuis toutes les organisations ouvrières qui se cherchent depuis cette époque-là. Il faut remonter à 48. Il y a cette répression énorme en juin 48. La République réprime en 48. C'est la République qui réprime. C'est ce qui fera dire à d'anciens communards par la suite qu'entre la République et le bonapartisme, la différence, c'est juste celui qui tient le manche. Et on va le voir après avec la commune. Donc cette chronologie, il faut la connaître parce que c'est des effets de cause à effet qui sont très importants. Alors, à ce sujet-là, est-ce que tu pourrais prendre le temps de nous expliquer, tu les as évoqués au début de ton intervention là, les deux grands mouvements qui ont ponctué le début de l'année 1870, qui au Creusot sont des mouvements qui restent encore dans les mémoires, qui sont d'ailleurs le principal d'ailleurs du travail, l'objet du livre, du document de Pierre Ponceau. Ces deux mouvements de grève majeurs qui ont concerné les métallos, bon, ça ne nous surprend pas trop. Puis c'est intéressant quand même de se pencher un peu sur les raisons qui ont poussé les métallos à se mettre en grève à cette époque-là, parce que c'est quand même, me semble-t-il, pas anodin. Et puis le deuxième mouvement qui est celui des mineurs, parce qu'on n'oubliera pas, on a peut-être oublié de le préciser, mais à cette époque-là, une bonne partie des ouvriers, des travailleurs creusotins étaient des mineurs. On l'a un peu oublié parce que il nous reste dans notre histoire sociale que la mine c'était à Monceau, et puis ici on a les métallos. C'est pas tout à fait exact. L'entreprise de Schneider avait aussi beaucoup de mineurs. Il y avait des puits de mine. Il y a deux mouvements très importants au début de l'année 1870. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Oui, le premier mouvement, c'est janvier 1870. Donc, c'est un peu ce que fait l'empereur au niveau national. Schneider le fait, ses deux potes, le fait au niveau local, c'est-à-dire il essaye de reprendre la main. Il y a une contestation ici. Et fin 69, c'est-à-dire en décembre, il y a une contestation qui s'opère autour de la caisse de secours. La caisse de secours, c'est la fameuse caisse de prévoyance qu'on voit à l'exposition. C'est-à-dire il y a une retenue sur les salaires à la fois des mineurs, puisqu'il y a des mineurs, effectivement les mineurs sont Schneider au Creusot à cette époque-là, avant que toutes les mines, finalement, Chagot décide d'acheter le charbon montsolien au départ. Il a des mines ici, ainsi qu'à Montchanin, et des mines de fer à Mazenay, dont les conditions de travail sont effroyables. Il faut lire le fief capitaliste de Dumay pour comprendre comment, dans quelles conditions travaillaient les enfants, les femmes, qui sont payées 3 fois moins que les hommes à l'époque. Et le salaire, il n'est pas de 10 francs, il est de 4 francs. Les premières revendications chez Schneider, c'est un salaire de 5 francs par jour. Et la gestion de la caisse de secours. Schneider, ce qu'il fait en janvier, il dit, bon, ça conteste, je vais faire un référendum et je vais magouiller le vote. Globalement, c'est ce que je vais essayer de me débrouiller comme ça. Il magouillait les élections, il pouvait très bien magouiller le vote sur la caisse de secours. Elle est alimentée par 2,5% du salaire des ouvriers et des mineurs. Mais les mineurs ne la gèrent pas. C'est une retenue sur leur salaire que Schneider gère tout seul. Il fait ce qu'il veut avec. Alors, bon, on va vous dire, c'est le capitalisme social, il y a l'hôpital, l'Hôtel-Dieu, etc. Donc, il s'occupe de nous. Mais bon, en fait, les ouvriers disent, c'est notre argent, on veut gérer la caisse. Ok, je fais un plébiscite, pas un plébiscite, je fais une consultation. Alors on voit à l'expo, d'ailleurs, il faudrait préciser les chiffres, c'est le non qui l'emporte. En fait, c'est l'abstention qui l'emporte. Parce que les mineurs considéraient, et les ouvriers, que la gestion de cette caisse allait de soi. C'était la leur. Et que ce scrutin était un piège.
Ils avaient un peu bien vu les choses à l'avance. Mais, dans une réunion publique, ils décident de voter non, pour une majorité. Le non l'emporte. Il faut désigner un ouvrier pour être administrateur de cette caisse. Et qui va voir Schneider, etc. Donc il désigne Adolphe Assy. Alors, on nous a expliqué à l'exposition, effectivement, ce qui est vrai, Adolphe Assy, il n'a pas de famille ici, il vient d'Italie, et donc il risque moins. Il risque moins que les autres si jamais il est congédié, etc. Ce qui va arriver d'ailleurs très vite, et, parce que Schneider ne va pas respecter le résultat de son propre scrutin. Et il va garder la gestion de la caisse et il va virer Assy et les 2 assesseurs qui étaient prévus pour gérer la caisse, mandatés par les ouvriers. Assy, c'est pas n'importe qui. C'est un ancien soldat garibaldien. Tout le monde voit qui est Giuseppe Garibaldi, un des généraux unificateurs de l'Italie, qui s'est battu pour que Rome soit, non pas le Vatican, un État, mais qui soit, ça fasse partie de l'Italie. Et franc-maçon, et ainsi que Adolphe Assy d'ailleurs, c'est net, il faut le souligner. Et il va venir au Creusot dans 1868, c'est-à-dire deux ans avant. Il est assez jeune ouvrier ici, il est ajusteur, et c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de répondants, qui est très dynamique. Donc naturellement, il est nommé par ses camarades pour gérer cette caisse. Et bon, il va être congédié. Sur ce, c'est là-dessus que la grève, elle commence. Elle commence pour la gestion de la caisse de secours, effectivement des augmentations de salaire, la création aussi d'une caisse de retraite, parce que ça n'existait pas, la caisse de retraite. C'était de la prévoyance de maladie, c'est tout. Il n'y avait pas le branche retraite comme aujourd'hui, etc. Donc il n'y avait rien. Les vieux, ils étaient entretenus par leur famille. C'est comme ça que ça fonctionnait. Et puis, ils demandent aussi, et ça c'est notable, le renvoi du chef d'atelier Renault, qui est celui qui s'occupe du marchandage. Le marchandage, en gros, c'est quelque chose qui est comme aujourd'hui. C'est de l'externalisation. C'est-à-dire, il y avait des chefs d'atelier qui se prenaient pour des petits entrepreneurs. Enfin, ils étaient traités comme tels. Ils pouvaient prendre une commission sur les salaires des ouvriers qu'ils embauchaient, eux-mêmes, directement. C'est du macronisme, hein. Je sais pas, il n'est plus là, Claude Martin. Voilà. C'est pour ça qu'il est parti avant. Voilà. Et en gros, ça résonne beaucoup avec aujourd'hui, on est dans les mêmes problématiques. Cette grève, elle ne dure pas très longtemps, elle dure une semaine. Mais elle est très très importante pour la conscience ouvrière. Parce que c'est suite à cette grève que va commencer à se mettre en place une organisation ouvrière ici au Creusot, début mars, qui est l'Association internationale des travailleurs. C'est-à-dire que Paris, le lien avec Paris est net, les membres de l'Association internationale des travailleurs parisiens, dont Eugène Varlin, descendent au Creusot et, pour voir ce qui se passe. Et début mars, aident à créer la première section de l'AIT ici. Qui adhère à la section de l'AIT ? Jean-Baptiste Dumay. Alors on expliquera qui il est, parce que c'est un personnage clé. On a parlé d'Assy, mais Jean-Baptiste Dumay, Adolphe Assy, qui a été renvoyé, mais qui est adhérent de l'AIT, Louis Gaffiot, et quelques autres dont on pourra donner les noms. Et va s'enclencher la deuxième grève, la grève des mineurs. La grève des mineurs, c'est au mois de mars. Elle dure plus longtemps, mais elle va être redoutable. Elle a les mêmes revendications. Alors les mineurs, ils sont un peu en décalage parce qu'ils ont été un peu laissés de côté par les métallos. La première grève, c'est les métallos qui l'ont faite. Et ils restent sur leur faim parce qu'il y a toujours eu un antagonisme. Hein. D'ailleurs, on va le retrouver après entre le Creusot et Monceau. C'est-à-dire, et le tous ensemble est extrêmement difficile. Il a toujours été. Moi, j'étais montchaninois, donc je ne prenais pas de risque. Et donc, ils l'avaient un peu là, quoi, parce que les métallos avaient fait leurs revendications sans leur demander leur avis, etc. Et bon, ils se disent, maintenant, ça va être tous ensemble, les mineurs. Alors, ils essayent de faire débrayer les métallos. Et ils se font recevoir, mais à coups de poing, et à coups de... c'est des bagarres, quoi. Et là, il n'y a vraiment pas unité, quoi. Par contre, cette grève des mineurs, elle va durer 15 jours, et
elle va donner lieu à une répression énorme. C'est-à-dire qu'il va y avoir la troupe qui va venir, c'est 3000 hommes de troupe, hein, c'est quand même c'est pas la première fois que la troupe vient au Creusot, hein. Elle était déjà venue en 1850. Hein. Là, voilà, elle revient. Et il va y avoir des condamnations très très dures au tribunal d'Autun. Mais de cette grève va rester une conscience de classe extrêmement aiguisée et surtout une organisation, l'Association internationale des travailleurs. Pendant tout ce temps, Jean-Baptiste Dumay, qui est un tourneur sur métaux, qui est revenu, il faut lire dans les livres, hein, en particulier dans celui sur le fief capitaliste qu'on a réédité, nous, aux éditions du Coquelicot. Hein. Ici, il y a sa biographie, etc. On voit un peu tout son parcours. En sortant de son service militaire, il revient, il est réembauché, alors qu'il était contestataire, et il est réembauché par une entourloupe, en fait, il le raconte un peu, c'est-à-dire qu'en fait, son beau-père a donné un lièvre et une perdrix au chef d'atelier. Sinon, il passait pas, quoi. Mais lui, pendant tout ce temps-là, il est malade, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas pendant les grèves. Contrairement à ce qu'on peut lire partout, y compris dans sa biographie, parce qu'il sera député par la suite, Dumay n'a jamais organisé aucune grève. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait, mais on ne peut pas lui faire dire ce qu'il a fait alors qu'il n'a pas fait. Et donc, lui, il va être malade pendant tout ce temps, mais il sera adhérent à l'Association internationale des travailleurs. Il y aura des réunions chez lui, etc. Ça sera quand même un homme d'influence à ce moment-là. Tout ça va monter en charge après la grève des mineurs. Il y a l'histoire du plébiscite, il y a le fait que l'Association internationale des travailleurs va être interdite, pas encore par la loi Dufort comme après la Commune, mais il y aura un procès parisien où on va arrêter Adolphe Assy, ici au Creusot, le 1er mai 1870, ce qui va donner lieu à une émeute jusqu'à la gare pour essayer de le libérer, où les femmes ont eu beaucoup d'importance d'ailleurs, surtout pour jeter des cailloux dans toutes les grèves, hein. Les émeutes, etc., on les retrouve. La femme, c'est pas le rôle des femmes dans la grève. La femme est dans la grève, complètement. Vous voyez, elle est prolétaire comme... voilà. Elle n'est pas au service de son mari dans la grève. Ça n'a rien à voir. Là, on sent une égalité dans la lutte, ce qui est quand même très important à noter. Et Adolphe Assy va être arrêté, il va être emprisonné à Paris, il y aura un grand procès, le 3e procès de l'Internationale, c'est pas le premier, hein. Et ils vont être libérés, quand ? La plupart, certains par non-lieu assis un peu plus tôt en juillet 1870, et les autres en septembre, quand Schneider se fait défoncer le chapeau au corps législatif. La République est proclamée, Gambetta prend les rênes, et nomme Jean-Baptiste Dumay maire du Creusot. Les maires étaient nommés. Alors, je vais t'interrompre là, on reprendra le fil de Jean-Baptiste Dumay après, et ça nous permettra d'arriver vers ce moment un peu exceptionnel de la déclaration de la commune au Creusot. Comme tu en as parlé, comme tu l'as évoqué, on va prendre le temps de regarder une vidéo qui dure une dizaine de minutes, et on va peut-être la passer là, en entier là maintenant, qu'on a donc tourné, enfin c'est Céline Bellin en fait, hein, donc je vous ai expliqué tout à l'heure qu'elle n'était pas en mesure d'être présente, même si elle nous a encore envoyé un message hier soir en nous souhaitant une bonne journée, bon courage, et puis en regrettant de ne pas être présente aujourd'hui. Alors on lui avait donc demandé quand même d'intervenir, parce qu'on souhaitait quand même qu'à un moment ou un autre, elle puisse être visible parmi nous. Elle a donc choisi, ça tombe bien, d'intervenir sur un sujet qui la préoccupe beaucoup, c'est-à-dire l'engagement des femmes au Creusot pendant toute cette période-là. Alors, elle va évoquer donc ce que vient d'évoquer Yves, c'est-à-dire la grève des mineurs et l'engagement des femmes à ce moment-là. Et puis, elle parlera après de l'engagement des femmes un peu plus tard dans la période qu'Yves a ouvert dans son explication, c'est-à-dire ce qui va se passer pendant toute la période de l'automne 1870, au moment où Jean-Baptiste Dumay sera nommé maire provisoire, c'est comme ça qu'on le qualifie, maire provisoire du Creusot. Et puis ça nous permettra, je l'engage tout de suite, Solange, de nous dire aussi 2 mots, parce que je pense qu'elle y tient, puis elle est là pour ça, 2 mots sur l'engagement des femmes, le rôle des femmes qui a été fondamental dans la commune de Paris, entre autres, hein, puisque c'est quand même notre exemple.
Je m'adresse à mes petites mains, donc... Il est intéressant de noter que Jean-Baptiste Dumay, principal témoin direct des événements, ne mentionne pas d'action de femmes, individuelles ou collectives. En effet, les seules femmes qu'il évoque dans cette partie de ses mémoires sont sa propre femme, Jeanne Rosier, et la femme d'un de ses amis qui lui offre la porte lorsqu'il s'enfuit du Creusot après la Commune. On sait néanmoins que les femmes ont joué un rôle actif au Creusot durant cette période. Ce sont tout d'abord et avant tout, car les plus connues, les femmes des mineurs en grève en avril et mai 1870, qui n'hésitent pas à participer activement aux actions coup de poing dont est émaillée la grève. Par exemple, elles insultent et chahutent les mineurs qui acceptent de continuer à travailler. Le 1er avril au soir, elles accompagnent les grévistes qui entreprennent de boucher le puits des moineaux. Sur les 3000 personnes présentes, la police estime qu'il y a près de 500 femmes. 3 d'entre elles sont alors arrêtées et doivent être conduites le lendemain à Dijon où elles seront jugées. Leurs camarades engagent alors une action coup de poing qui marque les journalistes présents. Après avoir déposé leurs enfants devant le commissariat, à charge pour l'État de s'en occuper, elles se couchent devant la locomotive prête à partir, jusqu'à obtenir libération de leurs consoeurs. Impressionnés par leur courage, des souscriptions sont ouvertes pour les souvenirs. Par exemple, Gustave Courbet prête des tableaux pour une exposition à Dijon dont les bénéfices leur sont envoyés. Dans la Marseillaise, journal républicain à tendance socialiste, les femmes de Lyon leur adressent un appel pour les encourager à tenir. Parmi les signataires, au moins une se rend au Creusot par la suite, probablement soit dès l'été, soit à l'automne, sûrement, Virginie Barbel. Les femmes sont également vues comme un moyen de pression sur les ouvriers. L'usine et les autorités mettent en garde les grévistes contre la misère qui risque de toucher leurs familles et donc leurs femmes. L'Église organise par exemple une distribution de pain et de lard aux familles à condition que les femmes convainquent leurs maris de cesser la grève. Il faut rappeler que l'organisation de la société vue par l'usine est une vision bourgeoise, différente de la réalité de l'époque. Alors que souvent, dans les milieux ouvriers, les 2 membres du couple doivent travailler, au Creusot, tout est mis en place pour décourager le travail rémunéré des femmes. Elles sont peu recrutées, elles sont souvent renvoyées par la suite après leur mariage, et en cas de veuvage, les aides que l'usine leur verse s'arrêtent lorsqu'elles se remarient. Aux femmes donc, la charge de l'économie domestique, l'entretien de la maison et l'éducation des enfants, mais également la surveillance de la conduite morale de leur mari. Tout ceci est une vision morale hygiéniste qui est alors très en vogue à l'époque et pour qui la misère de l'ouvrier se justifie par la condition morale dans laquelle il vit. Et en fait, si la femme ne travaille pas, elle entretient son foyer dans une vision bourgeoise qui prévaut, enfin, qui correspond à ce que vit la bourgeoisie à l'époque, alors l'ouvrier pourra sortir de la misère. Le rapport avec l'économie est très très loin. Donc le travail de l'ouvrier à l'usine au Creusot devient donc totalement indispensable. Sans lui, la famille se retrouve immédiatement sans ressources, d'autant plus qu'il y a très peu d'employeurs en dehors de l'usine au Creusot. À ce moment-là, Jean-Baptiste Dumay le raconte notamment plusieurs fois. À chaque fois qu'il se fait renvoyer, il plonge sa famille dans la misère, il a d'énormes difficultés à se faire recruter ailleurs, ou s'il montre une petite activité personnelle, comme par exemple la vente de vaisselle, eh bien, personne ne lui achète, de peur justement d'être ensuite renvoyé. Sa femme fait du coup régulièrement pression, il le relate sur lui, pour le convaincre de cesser ses activités ou au moins de les modérer pour que sa famille ne soit pas systématiquement la seule à souffrir de l'engagement politique. Par exemple, la perquisition qui a lieu dans leur foyer en juin 1870 est une très grande épreuve pour elle. La violence de la perquisition où tout est absolument retourné et où les gendarmes s'apprêtent même, alors qu'elle est alitée et qu'elle se remet de son accouchement 3 semaines auparavant, ils menacent de renverser le matelas et le lit avec elle. Et c'est une telle violence que Jean-Baptiste raconte qu'elle va être paralysée du bras droit pendant plusieurs années suite à ça. Mais malgré les suppliques de sa femme, dans un déséquilibre du couple, Dumay ne renonce jamais totalement à ses actions militantes, et à chaque fois qu'il promet de les cesser ou de les modérer, il suffit qu'un de ses amis se présente et lui demande de l'aide ou lui demande de s'engager pour qu'il revienne immédiatement sur sa promesse.
Je vous redis ce qu'elle a dit tout à fait au début, qu'elle dit un peu vite, donc on a un peu de mal à saisir, à comprendre ce qu'elle dit. Je vous le lis quasiment in extenso. Elle dit « Il est intéressant de noter que Jean-Baptiste Dumay, principal témoin direct des événements, ne mentionne pas d'action de femmes. » Jean-Baptiste Dumay, je ne mentionne pas d'action de femmes, individuelles ou collectives, dans les mémoires qu'il a rédigées, qui sont une de nos sources majeures, bien évidemment. En effet, la seule femme qu'il évoque dans son ouvrage, c'est dans cette partie de ses mémoires, c'est sa propre femme, Jeanne Rosier, et la femme de l'un de ses amis qui va l'aider quand il va s'enfuir du Creusot après l'épisode de la Commune. Bon, c'est pas parce que Jean-Baptiste Dumay n'évoque pas les mouvements, l'engagement des femmes qu'il n'a pas existé. Il n'en a pas parlé, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. Alors après, elle explique donc qu'on sait néanmoins que les femmes ont joué un rôle actif durant toute cette période. On remettra tout à l'heure sa vidéo pour la suite. Elle nous parle après de la période qui suit ce moment de l'automne 1870. Mais on pourrait peut-être en profiter pour demander à Solange si elle veut bien nous parler, avec son point de vue lié à la région parisienne et à la Commune de Paris, quel a été l'engagement des femmes à Paris, avant peut-être la Commune, ou à ce moment-là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, qui peut nous apprendre et nous permettre de comprendre quels sont ces enjeux par rapport à ça? Parle dans le micro, parce que sinon ça prend. Oui, je voulais souligner 2 points avant de parler plus précisément des femmes, ce à quoi je tiens beaucoup d'ailleurs. C'est que en fait, on est dans une période effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, d'une montée de l'essor industriel. Et en fait, on n'est pas encore dans une classe ouvrière bien formée. On est dans une lente évolution de revendications, une conscience de classe qui n'est pas encore tout à fait formée. Mais dans cette période, qui va de l'hiver, qui va de l'automne 70, là où effectivement il y a la déclaration de guerre et où les Prussiens sont aux portes de la France et de Paris, on est dans une période de guerre. C'est-à-dire que les communes vont s'installer alors que la guerre est aux portes. La guerre est aux portes de Paris. Et en plus, il y a beaucoup de témoignages, notamment aussi d'écrivains, mais aussi de femmes. L'hiver, cet hiver-là a été extrêmement rude. Hein, vous le savez, donc il y a des témoignages là-dessus. Donc oui, les femmes, effectivement, les femmes, on a du mal à parler des femmes parce que pourquoi leur place est si discrète? Parce que peu d'écrivains et peu d'historiens longtemps ont mis sous l'éteignoir la présence et la place des femmes justement dans ces mouvements. Pourtant effectivement elles étaient là. Alors elles étaient là notamment, et ça c'est ça on aime à le rappeler, le 18 mars effectivement. Il y a une lente évolution dans Paris effectivement, puisque on les a bien chauffés, les Parisiens. Hein. Faut pas oublier non plus que depuis la déclaration de guerre, ensuite le gouvernement, le Trochu, Thiers, tout ça, ils les ont bien fait chauffer. Ils étaient très énervés quand ils ont vu que la paix était signée. Alors d'autant plus lorsque ils ont payé leurs canons avec une souscription nationale, et que Thiers veut les récupérer. Donc, le 18 mars, sur la colline de Montmartre, quand les femmes ont vu qu'ils allaient se vaquer à leurs occupations habituelles, que dès l'aube, l'armée était là pour récupérer les canons, alors là, elles étaient effectivement des milliers à s'opposer aux soldats, et effectivement les 6000 soldats qui étaient là pourtant, mais le problème c'est qu'ils n'étaient pas organisés du tout, ils avaient oublié les chars et les chevaux pour tirer les canons en plus, alors pas très malin. Mais donc les femmes parlementant donc ont acquis donc les soldats à leur cause,
et donc ont empêché effectivement les soldats d'emporter les canons. À partir de là, effectivement, il y a un grand mouvement, et le 18 mars, effectivement, c'est le début de la Commune, et dès le soir, effectivement, alors c'est la fête. C'est la fête, et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des chansons. Paris en fête, hein, ça parle de ça, effectivement. Il y a le canon qui tonne, mais en même temps, il y a les balmusettes un peu partout. Voilà. Alors, les femmes... moi, j'aurais bien aimé parler de quelques figures de femmes, mais parce que ce qu'on n'a pas dit jusque-là, tu l'avais annoncé, mais bon, ça, on est passé à autre chose. C'est le pendant, effectivement, de la commune de Paris. La commune de Paris, elle a duré 72 jours. C'est court, 72 jours, mais il y a quand même eu plus de 50 jours de gouvernement par la commune de Paris, et effectivement une œuvre sociale d'envergure, puisque effectivement on a donc évoqué déjà beaucoup de choses, mais l'école bien sûr, mais pas que l'école. On parle aussi pendant ces 72 jours, on arrive à parler de culture. On fait des fêtes, on fait des bals, les artistes se fédèrent. On abroge, on fait en sorte que les loyers, il y a un moratoire pour les loyers, voilà. Enfin, il y a une œuvre sociale d'envergure pendant ces 72 jours. Et tout ça avec la guerre aux portes. Les barricades qui sont dressées régulièrement, puisqu'effectivement les Prussiens sont arrivés, ils se sont installés à l'ouest. Donc, et puis l'armée de Thiers se trouve effectivement près des communes de l'est et du nord de Paris. Et donc voilà, ils s'installent aidés par les Prussiens, puisqu'ils vont libérer entre-temps les prisonniers, qui vont regonfler l'armée de Thiers, l'armée du gouvernement national, qui va effectivement pouvoir du coup attaquer, même si effectivement la garde nationale s'était réorganisée avec des généraux d'envergure, hein, Dombrowski, Wąbrowski, voilà, on a des généraux qui sont des vrais généraux, sauf que effectivement le reste de la garde nationale, ils ne sont pas tous aguerris. Et puis voilà, il y a une désorganisation importante du fait effectivement des attaques perpétuelles qui arrivent tout autour de Paris et qui s'enfoncent dès le début avril. On peut dire que les Prussiens et le gouvernement national ont des attaques perpétuelles. Solange, je me permets de remarquer que, enfin, il me semble, on lit, on voit, puis on le remarque dans les illustrations de l'époque. On parlait des femmes tout à l'heure, donc tu as parlé de leurs premières actions là, mais ce qui est quand même assez remarquable, me semble-t-il, c'est qu'elles prennent la parole. C'est une des premières fois dans l'histoire sociale où les femmes, non seulement on leur donne la parole, sans doute on imagine, mais elles la prennent réellement, littéralement. Tout à fait, exactement. Ça, c'est très très important, parce que effectivement, très vite, effectivement, non seulement, alors ça a commencé avant mars, hein, bien sûr. Hein. Ça fait des mois effectivement que on s'organise en club, on s'organise en société, puisque on a des retours effectivement de sociétés de revendication des femmes qui dès 1869 sont installées par des femmes qui déjà militent pour les droits des femmes, notamment Maria de Rem, André Léo, qui sont donc effectivement à l'origine de tout ça. On a Paul Minck aussi, donc ça c'est des grandes figures effectivement qui dès les années 1868 ont beaucoup œuvré. Alors elles sont écrivaines, elles sont journalistes. Certaines sont étrangères d'ailleurs, hein, comme Paul Minck, comme Anna Jacquelart, puisque c'est pas Anna Jacquelart, son nom de naissance c'est
Krupskaya, voilà. Donc oui, on a des grandes figures féminines qui vont créer des sociétés et qui vont permettre une émulation des femmes, mais aussi dans les sociétés et les corporations, elles vont favoriser aussi l'organisation en fédérations ouvrières qui vont permettre aux femmes de rentrer. Alors, bien sûr, tous les hommes n'étaient pas d'accord, hein, mais quand même, elles sont allées et elles ont pu faire entendre leur voix. Certaines se sont montrées des tribunes très à la hauteur, et on assistait alors, donc, dans les mois qui ont précédé la Commune et pendant la Commune, à des réunions qui pouvaient rassembler jusqu'à plus de 1000 personnes. Il y avait une émulation énorme. Il faut imaginer que dans cette période-là, les femmes, même si on n'a pas toujours gardé les témoignages oraux, bien sûr, on a gardé quand même les témoignages écrits de ces femmes qui ont écrit dans le journal, alors La Sociale, puisque c'est elles qui l'ont créé. Elles ont créé La Sociale, Paul Minck notamment. Elles ont créé La Sociale. Elles ont écrit dans tous les journaux et elles ont aussi écrit des appels, notamment les appels aux ruraux qui ont été diffusés. Elles ont aussi été dans les communes provinciales pour effectivement dire voilà, c'est le moment, allons, on y va, c'est tout de suite là. Voilà, donc Paul Minck s'est beaucoup déplacé, Elisabeth Dmitriev aussi, hein, Elisabeth Dmitriev qui donc venait de Russie, qui est une jeune Russe de 20 ans qui avait été envoyée par Karl Marx, donc elle est arrivée tardivement, elle est arrivée le 26 mars, mais à partir de là, elle a été extrêmement active. Et elle a d'ailleurs beaucoup reproché à Marx et à Engels, d'ailleurs, de ne pas s'être trop occupée de ce qui se passait à la Commune, dans la Commune de Paris, pendant les mois de mars et avril. Donc après, elle leur a fait un peu la tête. Mais donc toutes ces femmes, elles se sont mobilisées, elles se sont organisées, et notamment en créant dès le mois d'avril l'Union des femmes. L'Union des femmes pour les revendications et pour organiser notamment les services d'ambulance. Parce que jusque-là, les services d'ambulance s'étaient laissés aux congrégations. C'était les hommes et puis les congrégations religieuses. Et comme la plupart du temps, dès le mois de mars, même un peu avant, on avait un peu abandonné les postes. Du coup, on manquait de bras, et donc les femmes ont pu s'organiser. Sauf que, il a quand même fallu qu'elles insistent beaucoup pour être acceptées comme ambulancières, ne serait-ce que d'aller au chevet des blessés, parce que beaucoup d'hommes leur refusaient de venir. On leur demandait des certificats de bonnes mœurs. Mais oui, on leur demandait des certificats de bonnes mœurs. Oui, sinon, elles ne pouvaient pas y aller. Et donc, ça a été très, très compliqué. Mais quand même, quelques centaines de femmes se sont quand même imposées et ont quand même réussi donc, à organiser les services des ambulances. Après, bien sûr, elles se sont retrouvées pour une bonne partie aussi sur les barricades. Bien sûr, en nombre, bien sûr. Il y a des barricades célèbres qui n'étaient tenues d'ailleurs que par des femmes, et ça a été la Place Blanche notamment. Enfin, il y en a d'autres. Et bien sûr, elles ont pris le fusil. Elles ont pris le fusil comme les hommes, dit Louise Michel. On a pris le fusil comme les hommes. Et oui, effectivement, et elles en étaient fières. Après, quand elles se sont retrouvées en jugement, certaines ont dit oui, on était là, on a fait ce qu'il fallait. Elles se sont pas vantées non plus, parce que au bout du bout, c'était compliqué. Voilà. Mais et c'est pour ça d'ailleurs aussi après qu'on les a traitées de pétroleuses. Mais tout simplement parce que quelquefois, qu'est-ce qu'elles promenaient ? Elles promenaient juste le pot au lait et puis on pensait qu'elles avaient du pétrole. Mais voilà, bien sûr que Paris a brûlé. Paris a brûlé parce que on tirait au canon, bien sûr. Solange, si tu le permets, on va faire un
un rapide retour sur le Creusot et puis justement sur ce que dit Céline Bélan à propos de l'engagement des femmes. Elle va en parler à nouveau et puis elle va aussi évoquer ce rapport conflictuel qu'il y a entre les hommes à ce moment-là et puis leurs femmes qui servent souvent d'ailleurs de moyens de pression. Hein. Elle va nous expliquer ça en détail. Et puis elle dit même la femme est également un public à conquérir pour les hommes et puis ceux qui sont à la manœuvre, si bien dans un sens, si bien d'un côté que de l'autre d'ailleurs. Si tu peux. Du côté des militants républicains et socialistes, la femme est également un public à conquérir et à émanciper. Virginie Barbet, dont j'ai parlé précédemment, participe aux discussions des clubs dont Dumas a autorisé la création à l'automne 1870. Elle n'est probablement pas la seule femme, puisqu'on a des lettres de dénonciation et des rapports de police qui évoquent la tenue de clubs strictement féminins. Donc les femmes prennent la parole et évoquent leurs problèmes et proposent des idées, des solutions. Mais je n'ai pas retrouvé de témoignages de ce qui pouvait se dire dans ces clubs précisément. Dans les clubs mixtes ou masculins, on ne sait pas trop si... On suppose que des femmes y participent comme néanmoins, ne serait-ce qu'en tant qu'auditrices. Il n'y a qu'un seul fois un sujet qui évoque les femmes, qui est relaté dans les rapports de police que j'ai pu retrouver. C'est celui de l'affranchissement de la femme vis-à-vis de l'Église. Donc, que la femme ne doit plus écouter le curé qui lui instille des idées qui ne sont pas positives pour elle. Alors ensuite, s'agit-il d'un thème féministe, libérer la femme pour lui permettre de réfléchir par elle-même, ou d'un thème avant tout anti-religieux, le curé est un ennemi de la République. Les deux sont liés. Dans notre société laïque, il est difficile de se souvenir de l'immense emprise que pouvait avoir la religion catholique au XIXe siècle, et plus particulièrement sur les femmes, qui sont vues par l'Église comme le moyen de reconquérir les esprits après la Révolution française et l'entreprise de déchristianisation de la société qui en avait résulté. Même si c'est une petite déchristianisation au vu de nos critères, pour la société de l'époque et pour l'Europe de l'époque, c'est quelque chose d'extrêmement important, novateur, et l'Église s'emploie véritablement à faire refluer ce souvenir et à faire refluer cette idée que finalement on peut peut-être se passer de la religion pour créer une société. Et la femme qui est chargée de l'éducation des enfants est perçue vraiment comme la porte pour reconquérir, puisque en gardant sous sa coupe la femme, on garde sous sa coupe les enfants, et donc les enfants ensuite, devenus adultes, suivront les principes de l'Église et non pas des principes républicains, socialistes et surtout et avant tout anti-religieux, voire athéistes, qui est vraiment le pire des mots pour l'époque dans un esprit religieux. C'est d'ailleurs un des motifs qui va ralentir l'obtention du droit de vote des femmes en France. Les républicains, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, craignent énormément que le vote des femmes ne soit le vote de leur confesseur. L'Église étant en tant qu'institution plutôt opposée au régime républicain, et d'autant plus après la loi de séparation de l'Église et de l'État qui survient beaucoup plus tard que les événements dont on parle, en 1905. Et donc donner le vote aux femmes, c'est risquer l'élection d'une chambre conservatrice et peut-être même opposée à la République. L'élection de la chambre conservatrice versaillaise en 1870 va vraiment être vécue comme un grand danger par les républicains, et c'est vraiment quelque chose sur lequel il y aura de nombreux débats dans les journaux et dans la Chambre à l'époque. Et c'est vraiment un argument qui est fréquemment amené pour dire non, on ne peut pas donner le droit de vote aux femmes, alors que individuellement, les militants républicains peuvent être pour un certain affranchissement de la femme. Pour conclure, je souhaite évoquer l'autre femme qui est nommée dans les archives que j'ai pu consulter pour l'exposition et au cours de mes recherches, puisque finalement il n'y en a que deux qui se dégagent du groupe des femmes du Creusot qui agissent ou n'agissent pas. C'est Catherine Venot, épouse Champmartin, et c'est elle qui achète le tissu rouge qui sert au drapeau que brandit le blanc lors de la déclaration de la Commune. On sait d'elle qu'elle est mariée à un ouvrier à l'usine, et
Monsieur Venot Monsieur Chambertin n'apparaît pas comme acteur des événements, il n'est cité nulle part. En creux, on peut donc supposer que des femmes, avec l'exemple de Virginie Bardet et de Catherine Chambertin, se sont engagées en dehors de l'action de leur propre conjoint. Virginie Bardet n'est pas mariée, elle vit en concubinage selon le rapport de police qui existe. Et ce sont donc des champs de recherche qu'il reste à parcourir. On va donc avancer un petit peu dans cette histoire, hein, et puis on va parler quand même de ceux qui font le titre même de l'exposition et puis de nos interventions aujourd'hui, c'est-à-dire cette proclamation de la commune sur le territoire du Creusot. Alors c'est 4 jours, ça dure à peine 4 jours, hein, c'est même encore plus réduit que ça, mais on va peut-être demander quand même à Yves qui nous donne quelques éléments d'appréciation sur ce moment plus que symbolique, et puis également peut-être aussi évoquer les conséquences que ça a eu pour les militants qu'on a évoqués, et à commencer d'ailleurs par le premier, qui est Jean-Baptiste Dumay, hein, bien sûr, qui aura aussi un parcours qui subira les conséquences de cet épisode-là. Oui, c'est-à-dire la proclamation, c'est le 26 mars 1871. On en était resté à Dumay, qui est nommé maire par Gambetta en septembre, et entre ces deux dates, Dumay va avoir beaucoup de mal à la mairie. Il va être sans cesse suivi avec plein d'actions en chausse-trappe de la part de ce qu'on appelle la faction Schneider, qui veut à tout prix récupérer la mairie et qui va faire en sorte de le discréditer auprès du gouvernement républicain de Gambetta. En parallèle de tous les événements que tu as rappelés au niveau de Paris. Tout ça se passe en même temps. Et il y a donc la guerre qui se termine fin janvier 71. Il y a l'armistice qui est signé. Et début février. Et début février, à Bordeaux est voté une nouvelle assemblée nationale qui, en fait, est une assemblée qui doit, normalement, avec le mandat qui lui est donné, organiser la paix, quoi, mais sous forme de constituante. Le mandat ne va pas être tenu, et en fait, cette assemblée, parce qu'elle a une majorité de ruraux, ce qu'on a appelé les ruraux à l'époque, en fait, c'est des monarchistes. Pourquoi ? Parce que les campagnes ont voté monarchiste pour arrêter la guerre. Sauf ce qui n'est pas le cas dans les centres ouvriers, mais la majorité des campagnes ont voté monarchiste. Donc on se retrouve avec une assemblée à Bordeaux qui entame des pourparlers de paix avec la Prusse et un mouvement ouvrier qui, au départ, était contre la guerre, mais qui, là, à un moment donné, se sent floué et prône même la guerre à outrance, c'est-à-dire la résistance contre la Prusse. Et ça se manifeste au Creusot par une émeute, parce qu'avant de parler de la commune, c'est un mois avant, c'est le 26 février, une émeute où on retrouve dans la rue, pendant le mandat de maire de Dumay, pas mal de gens qui sont d'ailleurs dans l'AIT. Hein, c'est pas simplement des provocateurs, parce que Dumay s'est toujours senti, il a un côté paranoïaque quand même dans ses mémoires. Si on ne suit que les mémoires de Dumay, on a une vue complètement paranoïaque des choses aussi. Hein. Il faut croiser ça et faire de l'histoire avec d'autres sources. Lui, il a toujours vu dans les événements qui se sont passés, et surtout les échecs des événements, la commune, le fait qu'il ne soit pas élu sur la région, etc., des complots. Y compris, par la suite, ce sera toujours comme ça. Et comme effectivement, Céline Bélan le dit très bien, il est pris par la nécessité, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, c'est pas le seul, c'est tout le monde. Ces gens n'ont pas d'avance. T'es ouvrier, t'as pas d'avance. T'as pas un crédit à la banque pour pouvoir, si tu bosses pas, tu manges pas. C'est parce que de toute façon, tu bosses, tu manges, c'est tout ce que tu fais. Et tu manges pour bosser, et voilà. Donc, mais lui, il veut s'en sortir autrement, et finalement, dès le début, il veut être élu. Parce que ça peut le sortir de la condition ouvrière. Et là, il y a un schlouk, quand même. C'est-à-dire qu'il est entouré de gens, il a une tendance autour de lui, à ce moment-là, qui est socialiste révolutionnaire, clairement. Ce qu'il n'est pas, lui. Lui, il est républicain, et encore, il dit « je serai peut-être socialiste un jour ». Et autour de lui, il y a, par exemple, Louis Pillet, d'ailleurs, il y a son portrait à l'Expo, et Louis Gaffiot, qui sont des socialistes révolutionnaires durs. Eux ont vraiment une conscience de classe aiguisée, et sont pour vraiment un renversement de la table, quoi.
Et Louis Pillet va faire partie des émeutiers du 26 qui protestent contre c'est pour parler de paix et veut aller plus loin, quoi. Veut transformer ça en révolution. Et ça va assez mal se terminer. Dumay va passer d'ailleurs près d'être assassiné puisqu'il y a un coup de feu qui part, le fusil est écarté, il l'aurait pris en pleine poire, et ça se passe très mal dans cette nuit-là. Et la faction Schneider va en profiter pour montrer qu'il y a trop de désordre au Creusot et obtenir l'envoi d'une troupe qui va être là avant la proclamation de la Commune. Donc on se retrouve avec cette espèce de climat complètement où il y a déjà dissension à l'intérieur du camp républicain, puisqu'on voit qu'il y a des républicains qui sont pour une république sociale tout de suite, et des républicains qui ne sont pas encore socialistes, mais qui veulent affermir la République en attendant mieux. On a déjà des tendances qui se dessinent là, qui ne sont pas des tendances préhistoriques. On retrouve ça aujourd'hui encore. Et juste avant les jours qui précèdent cette proclamation de la Commune, le comité qui avait monté Dumay au départ, qui était un cercle d'études sociales, qui est devenu un comité républicain, le 20 mars devient comité républicain socialiste. C'est la première fois que le mot est prononcé. On voit là qu'il y a une évolution, une poussée, je dirais, de l'extrême gauche de l'époque, qui entoure Dumay, dont le secrétaire de mairie Louis Pillet, Louis Gaffiot, Supplicy, commissaire de police, tous ces gens ont été nommés par Dumay dans la municipalité de Dumay. Ils sont tous, je le disais tout à l'heure, de l'Association internationale des travailleurs. Et eux, ils poussent à la proclamation de la Commune. On est le 20, ça fait 2 jours qu'elle est proclamée à Paris. Donc ils décident, le 20, dans une réunion, de faire une prise d'armes avec la garde nationale pour soutenir Paris. C'est assez vague au départ, c'est comme ça. Là-dessus, il y a beaucoup de mouchards. Il faut voir une chose, c'est ça. Dumay parlait beaucoup des mouchards, mais une chose qu'il ne voyait pas, c'est qu'ils étaient souvent juste à côté de lui. Et parmi les membres de l'Association internationale des travailleurs, il y a un certain Jean-Claude Lauprêtre. Jean-Claude Lauprêtre, c'est un des plus durs. Dans les réunions, il prône l'assassinat, souvent comme les agents provocateurs, c'est carrément ça. Il est payé par la préfecture. On a les documents dans les archives. Le commissaire de police Dietz, c'est lui qui l'emploie. Il lui donne en liquide et l'autre lui rend compte des réunions. Et il est au plus près. Le petit cercle qui décide de tout. Et il va se trouver dans la réunion du 20 et on va le trouver dans la réunion du 24 qui, elle, va décider alors on monte en charge un peu, de soutenir Paris. Là, Dumay, il monte un petit peu en charge, il n'est pas encore sur la proclamation de la Commune, mais il suit un peu les autres, on va soutenir Paris. Mais comment on fait ? On fait quoi ? On fait une réunion pour demain. En fait, il pourrit le mouvement. Il faut bien voir ça. Alors, c'est pas insulter Dumay de dire ça, mais il veut pas y aller. Dans ses mémoires, il dit même lui-même que cette tentative, dès le début, est vouée à l'échec. Donc il traîne des pieds, c'est les autres qui le poussent. Mais comme c'est un personnage en vue, il le pousse comme ça, il le met devant, puis il le pousse, quoi. Donc, et puis lui, il freine. Et on arrive au 24, c'est une réunion où il y a plus de 1000 personnes, où il y a beaucoup de femmes. Et ça, il y a des témoignages. Les commissaires de police donnent tant de femmes sur... voilà. Plus d'un tiers de la salle sont des femmes. Dans les réunions, c'est ça. Et cette réunion du 24... parle de regard tourné vers Paris. On monte un petit peu d'un étage. Et pour l'instant, ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire que le secrétaire de préfecture qui est là, qui moucharde aussi par l'intermédiaire du mouchard, tout renseignement, envoie un rapport, on a les télégrammes à préfecture, et ça, tout ça part chez Adolphe Thiers, et où il dit, il y a conciliation, ils veulent juste je caricature, la phrase n'est pas exactement celle-là, ils veulent juste une constituante. Voilà. Regard tourné vers Paris, on fait une constituante, et comme ça, il y aura réconciliation entre la commune parisienne et la République à Versailles. Ils sont dans la conciliation le 24. Les choses, elles se décident le 25 au soir. Et le 25 au soir,
réunion publique, alors ça commence à fatiguer un peu, les gens ils vont pas tous les jours, là on a beaucoup moins de monde, et qui décide de proclamer la commune le lendemain, en faisant cette manifestation prévue depuis le 20, et de rentrer dans la mairie, de proclamer la commune. Mais avant la réunion... Est-ce que tu peux préciser ce que ça veut dire que proclamer la commune ? Alors, proclamer la commune, alors pour les Parisiens, c'était déjà rentrer dans l'hôtel de ville et dire « nous sommes la commune, donc nous organisons la ville ». Ici, c'était très différent. Dumay, il était déjà maire. Donc en fait, il rentrait dans sa mairie pour dire « je suis maire déjà ». Donc il y a un problème là. Et donc du coup, proclamer la commune, ça voulait vraiment dire aller plus loin au Creusot. Ça avait déjà une connotation de république sociale directe. C'est-à-dire il fallait dépasser le fait que je suis maire, mais je ne suis pas que ça, je suis maintenant autre chose, je veux une république sociale. C'est ce pas que Dumay franchit le 25 au soir. Et il ne le franchit pas tout seul, il le franchit avec un envoyé de la commune parisienne qui est Albert Leblanc, qui a été envoyé à Lyon, la veille il est à Lyon, parce qu'il faut voir ce triangle, moi je mets toujours la géographie là, Saint-Étienne, Lyon, le Creusot. C'est le triangle qui aurait pu faire péter les choses au niveau national. Et Leblanc, il n'était pas seul à partir en province, et tu l'as rappelé, revenait de Lyon, où ça avait été un échec, et alors pour X raisons, et il se retrouve au Creusot, à cette réunion du 25, et il est enflammé. Et la salle, elle part direct. Dumay, il ne peut pas en rester là. Il peut pas, donc il ne se dérobe pas, il monte en tribune, et boum, là, sur place, c'est presque de l'impro, il faut proclamer la commune. Donc il décide de la prise du télégraphe, de la gare, j'en oublie, télégraphe, gare, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre ? Bon, la mairie, bien sûr, la poste. Merci, Gérard, voilà. Mais bon, tout ça, ça fait plus d'une semaine que ce plan, il est mouchardé par Jean-Claude Lauprêtre. Donc la troupe qui est déjà présente sur place depuis les émeutes du 26, elle investit la poste, le télégraphe et la gare. Et Dumay dira dans ses mémoires, bon, il n'y avait pas assez de personnes au rendez-vous qui avaient été fixées, etc. Mais enfin, il a tout fait pour qu'il n'y en ait pas beaucoup. La première chose qu'il fait à la réunion préparatoire, c'est de dire, attention, vous allez prendre des coups de fusil. Bon, si on veut vraiment aller au bout, on dit, il y a des coups de fusil à donner, c'est nous qui les donnons. Voilà, c'est pas... Voilà. Donc, on a vraiment quelqu'un qui, à la fois, va essayer d'apparaître comme le radical, et d'un autre côté, n'aura eu que des actes qui le contredisent. Mais toute cette histoire, comme elle n'a pas été racontée comme ça, parce que, comme on disait au tout début de cette réunion, elle n'a plus appartenu aux ouvriers. Elle a appartenu à ceux qui s'en sont réclamés. Et c'est pas la même chose. Et donc, du coup, on est à 150 ans après, et enfin, pour moi, l'histoire commence. C'est-à-dire qu'on peut gratter un peu dans ce qui s'est passé pour essayer de comprendre tous ensemble, sans s'envoyer des étiquettes à la tête en disant je suis de tel parti ou de tel truc, de comprendre comment les choses se sont passées, sans mettre de jugement non plus, parce que qui on est pour dire il faudrait prendre la poste, le télégraphe, machin, et après monter sur Paris. Parce que c'était ça le projet. Le projet, c'était de faire péter le couloir rhodanien en entraînant Lyon, Saint-Étienne, qui étaient des lieux ouvriers. Et Lyon était beaucoup plus d'ailleurs ouvrier à l'époque que Saint-Étienne, et beaucoup plus militant. Saint-Étienne était beaucoup plus mesuré. Ce qui est l'inverse après, par la suite. Et ça faisait... faut jamais oublier qu'au Creusot, après les accords de paix, Garibaldi, qui est en poste à Autun, le fils Menotti Garibaldi, l'armée des Vosges, comme il y a armistice, qu'est-ce qu'il va faire de ces fusils ? Il les donne à Dumay. Il passe au Creusot, il donne 4000 fusils, 40 000 cartouches. Dumay, il les met sous la mairie. Là, juste à côté, l'ancienne mairie, il n'était pas loin. Et après, il les fait déménager parce qu'il a peur que la poudre, elle fasse péter le bâtiment. Et là, on est juste au moment, février à peu près, il y a de quoi faire. Le projet de faire monter 3000 à peu près, il disait 3000, il comptait sur 3000 ouvriers armés pour monter sur Paris. On pouvait ouvrir un deuxième front.
et casser par revers l'encerclement versaillais autour de Paris. C'était clé ici. Thiers le savait. Thiers le savait, parce que la journée du 26, qu'est-ce qui se passe pas grand-chose, c'est une prise d'armes. On rentre dans la mairie, Dumay c'est chez lui, alors il rentre. Au début, on met un drapeau rouge. On rappelle Céline. Elle disait tout à l'heure qu'elle parlait de cette femme qui avait acheté l'étoffe pour ce drapeau, etc. Tout ça est vrai. Et donc on va mettre le drapeau rouge sur la mairie. Mais le commandant de la troupe va dire « Sortez-moi cette guenille ». Et il fait descendre, et c'est et à ce moment-là, tranquillement, il n'y a pas d'échauffourée, il n'y a pas un seul coup de fusil tiré entre la garde nationale et la troupe armée. Et Dumay rentre dans la mairie, on fait une proclamation de la commune avec X noms, je ne sais plus s'ils sont 27 à peu près, je crois que c'est ça, et on essaye de l'envoyer à l'imprimerie. On proclame la commune en disant, pour répondre à ta question, le gouvernement versaillais a rompu le serment fait avant l'Assemblée de Bordeaux. Il s'est rangé du côté des royalistes. On le soupçonne de vouloir faire revenir la monarchie pour défendre la République. Et il n'y a que la commune. Donc on se met en commune pour se fédérer avec les autres communes. C'est la vieille idée de fédération, qui est une idée bakouninienne, bakounine, anarchiste, etc. Et de faire des fédérations de communes pour faire une république sociale, sur cette base-là. Mais la proclamation, elle est envoyée à l'imprimerie du Creusot, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, cette imprimerie, elle y reste, elle n'en sort jamais. C'est un certain Larcher. Larcher, ouais. Et Larcher ne va pas l'imprimer, on n'a que le brouillon. La troupe est déjà là. Tout est foiré. Le lendemain 27, le préfet arrive, il va à la mairie, tout ça a été raconté à l'expo, c'est assez juste, avec quelques détails. La voix officielle, ce que disait Ponceau, etc. Ponceau se basait beaucoup sur les mémoires de Dumay aussi, donc il y a des choses qui sont effectivement approximatives, qui demandaient à être précisées. Ce qu'a fait André Janet par la suite, parce qu'il est retourné aux archives, et comme André, il travaillait, il était au courant de ce que contenaient les archives, etc. Il a fait un énorme travail, je trouve, de réajustement précis de ce passage-là. Et Dumay, il a accepté le deal avec Thiers. Thiers lui a proposé une place à Mâcon pour être fonctionnaire. Allez dire au revoir à votre famille, etc. Ok, il a accepté. Il est sorti, alors effectivement, c'est le sous-préfet Auguste Marais qui le raconte après. Il dit, au début, on l'a emmené, il a dit, je veux y aller tout seul, ok, après tu nous rejoins à la gare, c'était ça. Mais après, il est retombé avec les autres. Et ça, Céline le racontait à chaque fois quand il le fait pour ses places et des gens pareils. Les autres, c'est Gaffiot, Supplicy, et tous les communards un peu durs, Louis Pillet et tout. Ils se disaient, allez, c'est quoi cette histoire, tu vas retourner, tu vas être maire, faut pas se laisser faire. C'est ça qui s'est passé. Lui, non. Alors du coup, il est parti se cacher à Saint-Cernin-du-Bois. Et il s'est présenté au municipal le 30 avril, la nouvelle loi des municipales, etc. Les autres sont partis direct en exil, en Suisse. Gaffiot n'est pas allé à Saint-Cernin-du-Bois, contrairement à ce qui est écrit à l'expo. Lui, il savait très bien qu'il risquait gros. C'est tout le noyau dur, ils ont été condamnés au procès à des travaux à perpétuité. Dumay y compris. Voilà. Donc, le petit noyau, dur, là, il risquait gros. Eux, ils sont partis en Suisse. On va les retrouver après dans la Fédération jurassienne de l'Association internationale des travailleurs en exil, en Suisse, à laquelle adhérera d'ailleurs Jean-Baptiste Dumay. Mais lui, il se cache pendant un mois, parce qu'il pense que ça peut encore se concilier, cette vieille idée de la conciliation, pour faire d'abord la République, et on aura la République sociale après. Ce qui est une illusion complète. Quand on a la République, pour aller à la République sociale, c'est encore plus difficile. Voilà, c'est-à-dire que... pas de transformation, quoi. Il faut vraiment rompre. Ils avaient compris ça à l'époque. Ça dure pas longtemps. 26, 27, mars. Mais c'est tout ce qui est avant qui est très important. Comment on amène ça? Comment ce mouvement ouvrier en 2 grèves, en répression, en organisation sociale qui se restructure après chaque répression,
tous ceux qui sont renvoyés, Schneider renvoyait par paquet de 100, les ouvriers ici et les mineurs. À chaque fin de conflit, il faisait ça. Il baissait les salaires sans arrêt. C'était effroyable. Et donc, en fait, cette conscience de classe qui s'aiguise à ce moment-là, moi, je la trouve pas embryonnaire, comme tu disais. C'est-à-dire, je sais pas si c'est l'expression que tu avais dit, je mets pas les choses à l'envers. C'est-à-dire, je pense que c'est elle qui vient avant la constitution des organisations, et pas l'inverse. C'est pas parce qu'on va faire une organisation avec une avant-garde et une élite qu'on aura une conscience de classe. Elle s'élabore dans la lutte, la conscience de classe. Et après, on se donnera une organisation pour la faire triompher. Mais c'est dans la lutte. Et cette lutte directe qui a eu lieu à ce moment-là, elle a été fondatrice, y compris pour les Parisiens. C'est pas pour rien qu'ils aient envoyé du monde. Varlin est venu faire une section d'AIT ici. Il disait, on a de quoi faire au Creusot. On a un problème, c'est le joug Schneider. C'est-à-dire que les gens n'ont pas trop de liberté de mouvement. Mais le jour où ils font péter le truc, ah ben là, il y a tous les possibles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... ils jouaient le tout pour le tout. Ils avaient de toute façon rien à perdre. Là. Il y a une différence avec les Parisiens par rapport à ça, c'est que c'est une population homogène d'ouvriers. Il n'y a pas 36 000 professions différentes, etc. Et finalement, il y a une unité qui peut se faire à un moment donné et qui, là, était jouable, quoi. Les tactiques politiciennes à la Dumay font partie du problème de l'échec des communes. C'est pas le seul, et c'est pas la seule raison, mais elle en fait partie. Et de pas voir ça, c'est faire de la commune... c'est, comment il disait Marx, le phare dans le ciel, l'assaut du ciel. Un objet inatteignable. Vous voyez, quand on mythifie les choses comme ça, ben, on ne peut jamais les refaire. La commune, c'est simplement des gens de base qui bossent, qui veulent être mieux payés, vivre mieux. Au Creusot, c'était d'abord ça. Ils n'étaient pas dans l'histoire d'une nouvelle... Ils n'étaient pas si républicains que ça, au sens la République c'est mieux que l'Empire. Ils s'en foutaient de ça. Ils voulaient vivre mieux. Directement. Donc, et ça c'est important à comprendre, parce qu'ils n'étaient pas c'était pas des idéalistes de la révolution sociale. Voilà. C'est des prolétaires qui voulaient se libérer de leur chaîne. Les choses sont simples. Yves, si tu le permets, on va s'il y a des questions, des demandes de précision, des détails qui sont à demander, c'est le moment. Vous avez deux connaisseurs de la chose, du Creusot et de Paris. Fourbissez vos questions. Excuse-moi, mais pour Paris, là, ça s'est quand même terminé par la semaine sanglante. Hein. Ça s'est pas terminé d'aussi belle façon, aussi souple. On va dire que quand même la semaine sanglante a fait des milliers de morts et on ne sait même pas encore combien de morts sont restés fusillés ou ça a été enterré dans des fosses communes. On ne peut même pas encore les répertorier, même si on cherche et s'il y a des recherches toujours de la part de certaines familles pour savoir si effectivement certains de leurs ancêtres sont là. Oui, Solange, tu fais bien de le faire remarquer, effectivement. Bon, c'est un vrai sujet, enfin, c'est une conférence à elle-même, tellement ce sujet est vaste et puis en plus controversé. Si j'ai bien compris donc ce que j'ai pu découvrir dans l'exposition, et c'est que au fond, la mairie de Dumay, qui a été occupée à un moment par Dumay, a été démolie par les Schneider, et à la place ils ont mis cet affreux monument qui s'appelle la Réconciliation. Et ce que j'ai découvert, moi j'habite au Creusot depuis le mois de mai, mais ce que j'ai découvert, c'est qu'au fond ça c'est resté. Et il n'y a aucun, comment dire, témoignage mémorial dans le Creusot. En tout cas, moi, j'en connais pas, j'en ai pas vu, et je trouve ça terrible, quoi. Enfin, d'un point de vue politique, c'est vraiment terrible de voir ce monument qui est d'un mépris absolu pour les gens de peu et rien de cette action sur la commune.
Merci. Oui, mais on parle comment l'amnistie est intervenue, l'amnistie donc des proscrits et de tous les déportés est intervenue en 1880. Et quand on parle d'amnistie, on peut dire aussi que c'est l'amnésie, c'est-à-dire qu'à partir de là, en fait, on a occulté tout un passage de notre histoire. Yves, est-ce que tu veux préciser Oui, tout à fait. Mais ça rejoint ce que je disais au début, quand il y avait encore notre maire macroniste, là. Après tout, moi, quand j'ai commencé ces recherches il y a 20 ans, ça résonne beaucoup avec ce que tu dis, avec ce que je disais au départ. J'ai eu du mal ici. J'ai eu beaucoup de mal quand j'ai sorti La peau des statues, qui était un polar, Billardon, qui était l'ancien maire, Fabiusien, lui, ancien ministre de Mitterrand, etc., prône la République sociale de marché et toutes ces fadaises libérales. Et lui, il avait mis mon bouquin à l'index. Il avait interdit au conseil municipal de l'acheter. Ça, j'ai oublié tout à l'heure. Voilà. Bon, j'ai dit, oui, voilà. Bonjour, la mémoire de la commune. Hein. Donc, ça a été très difficile. Moi, je faisais un polar, j'étais pas non plus à l'époque, je faisais des allées-venues parce que j'étais parti travailler sur Toulouse. Ce problème de la mémoire et des traces de la mémoire ici est très très important. On a beaucoup, par exemple, on a beaucoup fait sur la mémoire technique ici, y compris à l'écomusée, l'Académie François Bourdon, c'est la mémoire des ingénieurs. La mémoire du mouvement social, elle a beaucoup dérangé, mais pour des raisons qui sont des raisons des partis de l'époque. Je parle d'il y a 20 ans, ça a un peu changé depuis. Hein. La preuve, on est là. On n'aurait pas pu il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je suis venu présenter La peau des statues dans un bistrot à côté du lycée dans lequel moi j'avais fait mes études. On était 15, avec des membres de la fédération anarchiste. Voilà, dont je ne fais pas partie, hein, mais qui m'avaient invité. Voilà. C'est tout. J'avais pas cherché non plus un appui auprès de la municipalité ni tout ça. C'est juste par connaissance des copains qui me disaient toutes ces histoires, quoi. Tout à fait. On a occulté cette mémoire-là, mais les organisations ouvrières l'ont occultée aussi. Pourquoi ? Les organisations ouvrières ont eu beaucoup de mal avec les origines anarchistes du mouvement ouvrier. Comme les organisations anarchistes avaient beaucoup de mal avec et encore beaucoup de mal avec les origines ouvrières du mouvement anarchiste. Tout ça s'est conjugué, c'est une conspiration du silence. Il n'y a pas que les autorités qui font silence, ça a été entretenu ce silence. Une ville comme celle-ci, avec une commune qui était super importante, il n'y en a aucune trace. Aucune. La seule fois où on a pu en parler ici, officiellement, dans ces mêmes lieux, c'était en 1976, où on aurait pu. Il y a eu un colloque, au temps des colloques des débuts de l'écomusée, qui a réuni, alors Ponceau, qui avait écrit ce petit bouquin, André Janet, et Michel Perrault, l'historienne nationale, Villaumier, qui est celui qui a écrit sur tout l'exil des communards en Suisse, et quelques autres qui étaient des historiens locaux. Je les ai relus cette semaine, c'est très intéressant parce que ça rebondit avec ça. Je pense que c'est le sujet principal peut-être d'aujourd'hui que tu poses là, tu vois. Le prolétariat militant ouvrier de la commune à nos jours. C'est dans le mouvement social de juin 1977 que les comptes rendus du colloque ont été publiés. Très bon texte, très bon débat, rien sur la commune. Pourtant le titre, prolétariat militant ouvrier de la commune à nos jours. Tout tourne autour de 1899, 1900 et les grandes grèves dans le bassin minier qui sont très importantes, mais on ne fait pas de chronologie, on ne revient pas en arrière pour voir comment on en est arrivé là. Et je ne dis pas que c'est le hasard, non, absolument pas. Les prémices du mouvement ouvrier, ils les voient comme ça, comme des prémices, comme des enfantillages, des histoires d'adolescents un petit peu turbulents. C'est valable aussi pour tout ce qui se passe après la commune, à Montceau-les-Mines, 10 ans après, avec la bande noire sur laquelle j'ai écrit. C'est-à-dire, on voit ça comme des turbulences d'adolescents inconscients, qui n'ont pas de conscience sociale, etc. Donc, c'est laissé de côté. Mais par tout le monde, c'est laissé de côté. Il n'y a qu'aujourd'hui, on commence à se reposer des questions. Pourquoi ? Parce qu'on fait un peu de sociologie. Alors, du coup,
on va essayer de revoir le rôle des femmes, le rôle... Donc on est obligé du coup de se reposer des questions et de refaire de la chronologie, ce qui a un mérite, c'est de se poser cette question-là. Mais ça a un travers. Ça serait de faire de la sociologie au lieu de faire de l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut quand même combler ce trou qu'on est en train de combler aujourd'hui. Il faut le combler de façon historique, en faisant de la chrono, en croisant les sources et en débattant. Et on a un retard, l'histoire elle commence aujourd'hui. On a un retard de 150 ans. Mais bon, c'est jamais trop tard, hein, je veux dire, pour regarder un peu les choses. Une dernière question, pour qu'on puisse arrêter. Alors, juste une deuxième question, puisqu'on a vu 2 doigts qui s'étaient levés. Je vous donne le micro, vous posez votre question, puis on en arrêtera là, je vous donnerai quelques indications à la fin. Oui, moi, c'était pas exactement une question, c'était plutôt une chose que j'avais envie de dire. Alors moi aussi, je dirais, c'est bien dommage que David Marty soit parti, puisqu'il a évoqué l'héritage de la commune dans l'exercice du pouvoir, et ça fait écho à quelque chose que j'ai entendu. Alors je ne sais plus si c'est ce matin ou hier matin sur France Inter, il y avait je ne sais pas quel expert qui parlait, qui à un moment, je crois qu'il était interrogé sur ce qui se passe en Europe centrale au niveau politique, et il a dit ceci, il a dit les vraies démocraties, je cite ses propos, c'est pas la souveraineté populaire, c'est l'état de droit. Et dans les vraies démocraties, finalement, il n'y a pas beaucoup de souveraineté populaire. Il y a des contre-pouvoirs qui viennent contrebalancer cette souveraineté. Alors justement, je crois qu'on est là devant 2 définitions complètement différentes de la démocratie. Ce qu'il définit, c'est la démocratie bourgeoise. Et précisément, la commune, c'est vraiment la démocratie ouvrière. C'est quoi la commune? C'est la révocabilité des élus, c'est le mandat impératif, c'est l'élection des officiers de la garde nationale, l'élection des officiers de la garde nationale. Et c'est pas un hasard si Engels, alors là on est loin des anarchistes, mais si Engels a vu dans l'expérience de la commune une première expérience de ce que pourrait être la dictature du prolétariat. Ça me paraît être tout compte fait une bonne conclusion. Moi je vais donc vous proposer de nous en arrêter là pour ce soir, on a déjà bien assez.